Nous allons vers un avenir au visage changeant. De quoi sera fait notre monde dans 50 ans? De villes automatisées et de voitures volantes? Nos enfants seront-ils tous centenaires grâce à la banalisation des organes artificiels? De grands chercheurs internationaux nous dévoilent dès aujourd'hui les découvertes qui révolutionneront nos vies de demain. C'est une odyssée passionnante qui nous attend. Préparez-vous à plonger dans l'aventure du futur. On me demande parfois quel sera notre plus gros défi à relever dans les 50 prochaines années. Je réponds, l'énergie. Elle devra alimenter nos voitures, nos villes et nos usines, en se pliant aux besoins d'une population mondiale en pleine expansion, sans détruire l'environnement. C'est un vaste projet et les défis technologiques sont nombreux. Mais il existe des solutions. Nous sommes le 9 mai 2057. La Terre compte 9 milliards d'habitants. Et si l'on en croit les prévisions actuelles, l'économie mondiale engloutit quotidiennement 30 milliards de litres de pétrole. Des scientifiques aux méthodes parfois atypiques tentent de découvrir de nouvelles sources d'énergie dans les atomes, au fond des mers et même dans l'espace. Un imposant projet de recherche est ainsi ancré au cœur du Pacifique. Il est relié par un étrange dispositif à la station spatiale Solaris, à 400 km de la Terre. Solaris concrétise les espoirs communs de la Chine et des États-Unis d'Amérique. C'est une installation expérimentale unique, visant à concevoir la cellule solaire du futur. Les recherches prévues initialement à bord de la station spatiale devaient révolutionner l'approvisionnement de la planète en énergie. Mais pour l'heure, les travaux piétinent. Le gouvernement envisage d'imposer des interdictions de vol et de circulation routière pour certains jours de la semaine. Les négociations avec les pays producteurs de pétrole continuent à être laborieuses. Les industries automobiles... Avec son collègue Wang Lichao, le physicien et astronaute Bob Sanders a travaillé ici 5 longues années à l'élaboration d'un matériau solaire à haut rendement énergétique. Le duo sino-américain garde une foi inébranlable en la réussite de leur mission. Mais faute de résultats, la station risque d'être fermée dans 3 semaines. Rasage. Les négociations n'aboutissent pas. Les experts estiment que seuls 50% des Bonjour, Bob. Américains Bonjour, Lichao. pourraient être assurés. Y a du neuf? Pas encore. Un café pour te réveiller? Non, merci. Je suis en train de préparer un nouvel échantillon. Il sera prêt dans quelques minutes. Super. J'arrive dans un instant. Et n'a pas exclu de nouvelles mesures. La suite du journal après une courte pause. Tu me fais un café sans café? Je regrette, plus de café. T'as qu'à en commander. Malheureusement, c'est impossible. En vue de la fermeture de la station, les commandes de produits de luxe sont interdites. Maudite machine. Pardon. Lichao vient de lancer la série de tests du jour. Il commence par provoquer une réaction chimique entre 2 liquides. Il en est certain, il ne reste plus qu'à trouver le juste dosage du mélange. À l'extérieur de la station, les échantillons sont ensuite exposés au rayonnement solaire. L'un de ces panneaux fournira peut-être la clé d'une ère nouvelle, celle de l'énergie inépuisable. Il est très coûteux d'exploiter l'énergie solaire. De plus, sa rentabilité est encore insuffisante pour qu'on la considère comme une source d'énergie sérieuse. Pourtant, les scientifiques et les compagnies pétrolières investissent des millions de dollars dans les technologies solaires. Pourquoi? Parce que cette énergie est propre, sans danger et surtout illimitée. Imaginez un peu, chaque seconde, le Soleil produit une énergie qui représente plusieurs milliards de fois les besoins de notre planète tout entière. Mais encore faut-il pouvoir la capturer. Dans le domaine des cellules photovoltaïques, le laboratoire de test le plus renommé se trouve en Allemagne. Son équipe est connue pour sa rigueur. Ici, on teste des panneaux en silicium ultramoderne. Première épreuve, des grêlons de 2 cm d'épaisseur. Ils s'écrasent à 80 km/h sur la surface high-tech. Pas une égratignure? Passons au test suivant. Un poids en plomb de 45 kg en chute libre.
On sait aujourd'hui fabriquer des cellules solaires très dures, très fines et résistantes à tous les chocs. Les meilleurs capteurs photovoltaïques fonctionnent par tous les temps et n'importe où dans le monde. Mais tous restent décevants sur un point. Leur rendement est faible et ce panneau placé sous le simulateur solaire va nous le montrer. Mesurons quelle proportion du rayonnement solaire est transformée en électricité. En 1 heure, les projecteurs diffusent assez d'énergie pour assurer le fonctionnement d'un ordinateur pendant 3 semaines. Mais en réalité, les mesures montrent qu'un ordinateur alimenté par les cellules testées ne pourrait fonctionner que 5 jours. Seuls 18% de l'énergie ont été transformés en courant électrique. Ce bilan médiocre s'explique par la nature même du matériau utilisé. Une cellule au silicium ne peut convertir efficacement qu'une fraction du spectre lumineux du Soleil, la partie infrarouge, soit 30% au plus. Ce sont donc au moins 70% de l'énergie solaire qui sont ainsi inexploités. Mais dans 50 ans, un nouveau matériau pourrait révolutionner cette technologie. À l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, des physiciens testent actuellement un procédé qui pourrait être le point de départ des recherches de Bob Elichow. Dans cet environnement, à l'abri de l'air et de l'eau, le professeur Daniel van Makkelberg et son équipe produisent ici ce qu'on appelle des points quantiques. Ce sont des nanocristaux semi-conducteurs, invisibles à l'œil nu. Il faut ajouter quelques molécules d'une substance semi-conductrice à une solution à haute température. Le mélange se colore, prouvant l'apparition des points quantiques. Les chercheurs fabriquent des points quantiques de différentes tailles. Nous allons comprendre pourquoi au moyen d'une lampe à lumière noire. Les cristaux émettent des spectres lumineux différents en fonction de leur taille. Pour les physiciens, cette découverte marque un tournant dans la recherche en énergie solaire. S'ils réussissaient à réunir tous ces cristaux en un seul matériau, la cellule solaire idéale verrait alors le jour. En effet, elle serait en mesure d'absorber l'ensemble du spectre solaire. Une véritable mini-centrale qui pourrait transformer jusqu'à 86% du rayonnement solaire en électricité. Une telle découverte bouleverserait la planète. Elle permettrait de puiser dans la formidable énergie du Soleil, de quoi alimenter voitures, habitations, villes et usines. Seulement voilà, à l'heure actuelle, les points quantiques ne se comportent pas encore comme Daniel van Makkelberg le souhaiterait. Si on dépose une goutte d'une solution de points quantiques sur une lamelle, on obtient une structure désordonnée, comme celle-ci. Or, pour réaliser une cellule solaire optimale, il nous faut une structure bien régulière, sans trous ni défauts. C'est le seul moyen de créer des liaisons solides entre les différents cristaux qui permettront à l'énergie de mieux circuler. Pour savoir si les travaux des chercheurs progressent, nous faisons appel à un microscope spécial. Selon un procédé complexe, les échantillons de cristaux sont enfermés dans un espace sous vide et dénués de poussière. À une échelle invisible pour les chercheurs, une pointe minuscule effleure chaque atome de l'échantillon. On obtient ensuite sur ordinateur une image agrandie 100 millions de fois. La structure de cet échantillon est plutôt satisfaisante. Les experts pensent parvenir un jour à éliminer jusqu'au dernier défaut. Notre rêve, c'est tout simplement de ne plus dépendre à l'avenir des combustibles fossiles. Si nous parvenons effectivement à capter et à exploiter efficacement l'énergie solaire, de nombreux problèmes énergétiques seront résolus. La réussite de ce projet marquerait la fin de l'ère du pétrole. Mais les grandes découvertes demandent souvent des décennies et requièrent une persévérance sans faille. Une petite impatience ruine un grand projet. Confucius? Non, essaye encore. Mao? C'est un proverbe chinois. J'allais le dire, justement.
Excuse-moi, je suis impatient, oui, mais le temps presse. Je suis sûr qu'on arrivera à 80%. Oui, je le sais. Je prends le relais. Je vais nettoyer l'émetteur. Ah, Paola va bientôt venir contrôler le générateur photovoltaïque. Et les nouveaux marqueurs qu'on a commandés? Elle les apportera aussi. Enfin une bonne nouvelle. La livraison? Ou Paola? Paola Keller est ingénieure à l'Agence spatiale européenne et fait partie du personnel au sol de Solaris. En route. Tous les mois, elle se rend sur une plateforme solidement ancrée au milieu de l'océan. De là, elle va réapprovisionner les chercheurs de la station en matériel scientifique. Sachant que la fermeture du laboratoire est imminente, l'équipe travaille 24 heures sur 24. Après un nouveau test, peut-être le 10 millième, Li Chao nettoie l'émetteur quantique. Je vais commencer la prochaine expérience. Pour la dernière série d'essais de la journée, Bob sélectionne comme d'habitude les substances chimiques qui vont se transformer en milliards de nanocristaux dans l'émetteur. Mais un petit détail lui échappe. Bonjour Paola, comment vas-tu aujourd'hui? Bien. S'il te plaît, ce serait possible d'avoir de l'air frais? Désolé, nous devons économiser l'énergie. Génial. Combien d'heures de vol? 2h23 minutes. Attention au départ. C'est bon, je suis prête. 3, 2, 1. Paola utilise un moyen de locomotion qui n'a plus grand-chose à voir avec les fusées du XXe siècle. Il s'agit d'un ascenseur. Dans le conte de fées Jack et le haricot magique, un petit garçon grimpe jusqu'au nuage le long de la tige d'un haricot. La version moderne de ce conte, c'est l'ascenseur spatial. Du point de vue de la physique, c'est possible. Et d'ici une cinquantaine d'années, les progrès des nanotechnologies vous permettront peut-être d'aller pique-niquer dans l'espace. Le concept de l'ascenseur spatial est né au Nouveau-Mexique. Le physicien Bradley Edwards travaille au laboratoire national de Los Alamos lorsqu'il tombe sur un article de presse. J'ai commencé à travailler sur l'ascenseur spatial il y a 7 ou 8 ans, après avoir lu que c'était impossible à réaliser. Pour un physicien comme moi, c'était un défi à relever. Bradley Edwards conçoit à l'époque des satellites de surveillance terrestre. Leur construction complexe et leur laboratoire à milieu stérile coûtent cher. Mais c'est le lancement dans l'espace qui reste le volet le plus coûteux et le plus dangereux du projet. Pour chaque lancement de fusée, il faut compter pas moins de 15 000 € par kilo de chargement et un risque énorme. Les fusées ont un côté fascinant. Le danger, les flammes. Nous voulons au contraire rendre les voyages dans l'espace ennuyeux. En montant à bord, vous n'aurez pas à vous demander si vous allez survivre à l'aventure. Vous vous contenterez de profiter du trajet. Le principe de base est celui d'un ascenseur classique. Un câble partant de la Terre s'étendrait jusqu'à 100 000 km de hauteur. Il resterait rigide grâce à un poids et à la force centrifuge. Une cabine assurerait la montée et la descente. Peu à peu, les croquis prennent vie. À l'avenir, un tel ascenseur pourrait faire la navette tous les jours entre la Terre et la station spatiale. Le trajet ne coûterait alors plus 15 millions € par personne, mais seulement 15 000 €. Petit à petit, Bradley Edwards fractionne ce projet colossal en plusieurs petits problèmes. Il calcule l'intensité du rayonnement spatial, le risque de collision avec les débris qui encombrent l'espace et les dimensions de la station de base. Les orages et les tempêtes pourraient endommager le câble de l'ascenseur. Le chercheur étudie donc les cartes météorologiques sur plus de 10 ans. Après les avoir longuement comparées, il repère la zone météorologique la plus calme de la planète, tout près de l'équateur, à quelques centaines de milles marins de la côte ouest du Mexique. Parmi les questions à résoudre, comment assurer le mouvement de la cabine? Si loin de la Terre, quelle énergie peut-on utiliser?
la solution inventée par Bradley Edwards est plutôt atypique. Il a bâti une maquette ou un dixième pour expliciter le principe d'approvisionnement en courant électrique. Un rayon laser partant du sol alimente une cellule solaire placée sur l'ascenseur. Mais d'autres problèmes sont plus difficiles à résoudre. Les défis sont nombreux, mais le câble est notre préoccupation centrale car il doit être ultra résistant. Ni l'acier ni le Kevlar ne sont assez solides. Aucun matériau ne remplit les conditions requises, à part les nanotubes de carbone. L'un de ses collègues s'intéresse justement à ce problème. Yoon Tian-Zhu, chercheur en matériaux à Los Alamos, a un point commun avec Bradley Edwards. Il est passionné par les défis que d'autres considèrent comme insurmontables. Sa matière première n'est ni l'acier ni le béton, mais des milliards d'atomes de carbone. Au cours d'un procédé complexe, il constitue à partir de ces atomes des tubes minuscules 50 fois plus résistants que l'acier, les nanotubes de carbone. Cette prodigieuse construction n'est bien sûr pas visible à l'œil nu. Il faut un microscope spécial pour vérifier son existence. Et c'est ainsi que Yoon Tian-Zhu a mis fin aux critiques. En 2 ans de travail, il a relevé le défi jugé irréalisable et produit des nanophiles de carbone. Ils atteignent même une longueur que personne ne pensait possible. L'équipe a imprimé les 230 images microscopiques qui, mises côte à côte, montrent les nanotubes. En taille réelle, cela correspond à 4 cm, soit 13 fois la longueur maximale obtenue jusqu'alors. Encore un pas de franchi. Le grand défi consiste maintenant à tresser ces tubes pour produire un fil plus épais et plus long. Selon Yoon Tian-Zhu, ce matériau serait assez résistant pour former le fameux câble spatial. L'ascenseur de l'espace sera-t-il bientôt une réalité? J'ai peine à croire qu'il nous faudra encore 50 ans pour y parvenir. Je pense qu'en 2057, beaucoup de gens utiliseront déjà un tel ascenseur. Et pas seulement Bob et Li Chao, mais aussi les touristes et le grand public, sans parler des hommes d'affaires et des scientifiques qui travailleront dans l'espace. C'est un scénario tout à fait réaliste. Sur Solaris, un événement inattendu se produit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr, ça recommence à débloquer. L'espace d'un court instant, les appareils mesurent un rendement étonnamment élevé. Ça vient pas de l'ordinateur. Je l'ai testé hier. Si l'ordinateur fonctionne bien, pourquoi il plante? Je vais le tester encore une fois. Je serai ballon. Bonjour chérie, ça va? Il fait une chaleur insupportable, mais à part ça, ça va. Le bébé bouge beaucoup, il me donne des coups de pied. Regarde. Elle a encore grandi? Il va falloir se décider rapidement pour le prénom. Oui, tu as raison. J'ai déjà ma petite idée. Excuse-moi, Tian, je te reprends dans 1 minute. Bonjour, Dr. Wang. Monsieur le ministre, que puis-je faire pour vous? Notre station au sol m'a informé que vous aviez des résultats impressionnants à me présenter. À vrai dire, monsieur, c'était une fausse alerte, parce qu'à l'heure qu'il est, nous vérifions les appareils. Surtout, n'oubliez pas, Dr. Wang, si vous faites une découverte décisive, je vais être le premier à avoir les données. Mais ce serait un progrès pour le droit spatial. En plus, le docteur Sanders... Dr. Wang, vous êtes un officier de l'armée chinoise et en tant que tel, vous obéirez aux ordres. Pendant ce temps, l'ascenseur spatial fend l'espace à 350 km/h, laissant derrière lui une planète où la crise énergétique atteint son paroxysme. Le président a qualifié la situation d'extrêmement préoccupante. C'est à Pékin que se déroule le 3e round des négociations de crise entre des représentants américains et russes portant toujours sur les gisements de gaz naturel et de pétrole d'Asie centrale. Les experts estiment que seuls 50% des besoins américains en énergie pourraient être comblés par d'autres matières premières et que les États-Unis seront bientôt obligés de puiser dans leurs réserves stratégiques.
Après le dernier choc pétrolier, l'Allemagne, comme de nombreux pays européens, s'est constituée une sorte d'assurance énergétique. Une réserve stratégique de plusieurs centaines de millions de barils de pétrole, soit suffisamment pour faire fonctionner le pays pendant 90 jours. C'est bien, mais que se passera-t-il lorsque tous les gisements d'or noir du monde seront à sec? On l'a vu, certains chercheurs tentent d'exploiter l'énergie solaire, mais d'autres sont encore plus audacieux. Ils veulent recréer un soleil. Il ne s'agit pas bien sûr de réaliser une copie exacte de l'astre, mais de reproduire son fonctionnement. Sous l'effet d'une chaleur de 15 millions de degrés, l'hydrogène du Soleil se transforme en hélium. Lors de cette réaction nucléaire, 1 gramme d'hydrogène libère autant d'énergie que 8 tonnes de pétrole. Mais la fusion solaire est difficile à reproduire. Il est aussi laborieux de réaliser un feu de fusion sur Terre que de gratter des allumettes mouillées. C'est extrêmement compliqué. Mais nous avons fait beaucoup de progrès au cours des dernières décennies. Pour obtenir la réaction souhaitée, il faut chauffer de l'hydrogène à 100 millions de degrés dans ce compartiment. Avant le début de l'expérience, un champ magnétique puissant est activé. Il sert de bouclier thermique au sein de l'installation géante. Et cette porte d'acier de 2 mètres d'épaisseur doit être fermée. Elle protège les chercheurs dans la salle de contrôle, car la fusion nucléaire dégage une faible radioactivité. Le processus qui s'enclenche alors pourrait à l'avenir résoudre tous nos problèmes d'énergie. Lorsque nous maîtriserons cette technologie, 3 bouteilles d'eau et quelques minéraux permettront de produire suffisamment d'énergie pour alimenter une famille pendant 1 an. Selon les prévisions, les premiers réacteurs pourraient être opérationnels dans 50 ans. Mais on ignore encore si la science saura vraiment contrôler la fusion nucléaire. Toujours dans l'optique d'une énergie de substitution, une matière testée à l'Institut Marum de Brême semble également prometteuse. Dans son centre de stockage de carottes de sondage se trouvent des échantillons de substances très riches en énergie. Elles ont été découvertes il y a quelques décennies en Sibérie. Des hydrates de méthane, une glace qui brûle. On sait aujourd'hui que les hydrates de méthane sont présents en très grande quantité dans les fonds marins. C'est un robot sous-marin qui va être envoyé en quête de cet or blanc des mers. Équipé des instruments et outils adéquats, il commence sa recherche à 1000 mètres de profondeur. Les zones abritant d'innombrables petits êtres vivants sont privilégiées, car le méthane se forme notamment aux endroits où ils vivent et meurent. Sous l'effet de la pression, les molécules de gaz et d'eau se recombinent, et de la glace est créée qui emprisonne le méthane. Les experts attendaient ces images depuis longtemps. À bord du navire, un ingénieur pilote le robot chargé de collecter des échantillons. L'équipe s'attend à des difficultés, car l'engin doit parcourir un long chemin pour regagner la surface. Au bout d'une centaine de mètres de remontée, la température et la pression ont tellement changé que la précieuse trouvaille se décompose. Mais fascinés par cette substance, chercheurs et économistes n'abandonnent pas, car l'estimation des réserves d'hydrates est très prometteuse. On pense que la quantité d'hydrates de méthane disponible se situe entre 5000 et 10 000 gigatonnes. Pour vous donner une idée, les gisements actuels de charbon, de pétrole et de gaz naturel cumulés représentent environ 5000 gigatonnes. On pourrait donc doubler, voire tripler nos réserves d'énergie. Lors de leur dernière mission, les chercheurs ont enfin réussi à recueillir un échantillon à l'abri de l'air. Il va leur permettre d'évaluer plus précisément l'étendue des réserves mondiales. Chaque centimètre de la carotte de sondage est scanné. Couche après couche, les espoirs se confirment. Le fond marin comprend des quantités considérables d'hydrates de méthane. Mais leur exploitation n'est pas sans danger. Le problème de l'hydrate de méthane, c'est qu'il produit du CO2 quand on l'utilise comme source d'énergie. C'est un inconvénient majeur qu'il faudra surmonter à défaut de trouver d'autres sources d'énergie.
Nous y parviendrons peut-être d'ici 50 ans. Sinon, en attendant, il nous faudra utiliser l'hydrate de méthane. Pendant ce temps, une délicate manœuvre d'arrimage s'effectue dans l'espace. La cabine de l'ascenseur spatial est temporairement amarrée au laboratoire mobile par le biais du câble de levage. Paola traverse le sas d'accès à la station. Salut, Paola. Salut Bob. Ça roule? Oui, comme d'habitude, on est débordés. Avec ça, ça devrait aller mieux. Oh, mon café. Tu es génial, merci. En plus de nos ennuis avec le générateur photovoltaïque, on vient de s'apercevoir que le pilotage du rayon laser avait aussi un problème. Je suis navrée, mais je dois me conformer aux instructions. À cause de la fermeture, aucune demande supplémentaire. Paola, ça peut pas se régler officieusement? Sur Terre, l'une des premières puissances économiques du monde tente de remédier à la grave crise énergétique. Les hôpitaux de Pékin et de Shanghai fonctionnent avec des groupes électrogènes d'urgence. Il y a des files d'attente de plusieurs kilomètres devant les stations-service. Et en plus, aujourd'hui, nous avons dû faire voter une loi pour interdire les climatiseurs. On ne peut pas utiliser d'autres combustibles? Les Russes n'ont pas respecté nos accords et ont multiplié par 4 le prix du gaz naturel. Les Américains ont passé un accord avec le Kazakhstan pour augmenter leur approvisionnement en pétrole de 50%, ce qui divise nos ressources par 2. Que proposez-vous? Prendre ce qui nous revient de droit. Occuper les champs pétrolifères d'Asie centrale. Une action aussi directe serait une vraie déclaration de guerre. Je suggère une action indirecte. C'est-à-dire? Laissons nos amis d'Asie centrale clarifier eux-mêmes la situation. Pas besoin d'une boule de cristal pour prédire que les deux géants de demain seront les États-Unis et la Chine. Si ça se trouve, ils entretiendront d'excellentes relations. Mais n'oublions pas que l'économie de la Chine connaît une croissance exponentielle et que ses besoins en énergie sont proportionnels. Au cours des 50 prochaines années, on estime que la Chine devra construire chaque semaine 4 centrales électriques de taille moyenne pour satisfaire sa demande. Demain, on peut donc penser que les grandes puissances lutteront sans merci pour la conquête des marchés, des ressources naturelles et surtout du pétrole. Selon les météorologues, les températures moyennes ont augmenté de 2 degrés sur l'ensemble de la planète depuis le début du millénaire. Des milliers d'habitants d'Afrique du Nord... Paola contrôle une dernière fois l'état de Solaris avant sa fermeture. Soudain, des nouvelles inquiétantes parviennent de la Terre. Les gouvernements scandinaves pressent l'Union européenne de trouver rapidement une solution. La nuit dernière, des groupes armés ont pris le contrôle des gazoducs et des oléoducs dans les zones en crise de l'ouest de la Chine, où sévit depuis des années une guérilla acharnée. Le gouvernement américain a condamné cet événement et n'exclut pas d'intervenir. La suite du journal après une courte pause. Tu avais raison. L'ordinateur n'est pas un chess. D'où vient ce pic à 83%? Je n'en sais rien. Mes fichiers ont été endommagés par nos problèmes techniques. On va reproduire le dernier test. Voir ce qui se passe, d'accord? Tandis que Bob et Li Chao se raccrochent à cette ultime lueur d'espoir, aux États-Unis, le prix du pétrole fait un bond. Le président convoque une réunion de crise. Comme vous le savez, plusieurs gazoducs et oléoducs d'une importance cruciale ont été pris la nuit dernière. Cela a pour conséquence de bloquer tous nos approvisionnements. Monsieur le Président, l'Agence de sécurité nationale me prépare actuellement un rapport complet. En attendant, le docteur Fleming a de nouvelles informations sur notre situation énergétique. Les réserves naturelles peuvent durer de 8 à 10 semaines. Ensuite, nous devrons entamer nos réserves stratégiques. Quoi qu'il arrive, un nouveau rationnement de l'électricité nous paraît absolument inévitable, de même que l'interdiction des voitures le week-end. Ce sera un slogan très convaincant pour les prochaines élections. Monsieur, savez-vous qui sont derrière les attaques armées des pipelines? La CIA y travaille. Monsieur, l'armée a de bonnes raisons de croire que cette mise en scène est l'œuvre de la Chine. C'est bien possible. Mais nous devons rester prudents tant que nous ne connaissons pas tous les faits. Aucune manœuvre militaire ostentatoire. À vos ordres. À mon avis, nous devrions envoyer des unités de surveillance et d'intervention en Chine depuis notre base japonaise. Faites le nécessaire. À un de ces jours, les garçons.
Attends, je vais t'aider. Le générateur fonctionne à nouveau? Parfaitement. Et le laser? Comment dire? J'ai fait des miracles. J'espère que tu n'as pas perdu trop de temps avec mes demandes supplémentaires. Tu sais que nous misons gros sur vous ici. Les mécaniciens font des paris sur vous. Quoi? Oui. Paris gros sur notre échec? Très gros. Mais moi, je crois que vous réussirez. Li Chao continue de son côté à chercher l'origine du rendement mystérieusement élevé. En cet instant, il fait une découverte qui rappelle sans conteste les grandes heures de l'histoire de la science. L'invention de la dynamite, de la pénicilline ou du stimulateur cardiaque ont tout un point commun. Le hasard y a joué un rôle important. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Quoi? Le nettoyant a réagi au contact du marqueur et a créé une nouvelle structure moléculaire. Ça expliquerait la panne? On va reprendre depuis le début. Essayons. S'ils parviennent à reproduire ce mélange, cela pourrait marquer l'aube d'une ère nouvelle. Celle d'une énergie inépuisable, le rêve de tout ingénieur. Notre atmosphère pourrait respirer. Ce serait la fin des guerres pétrolières. Le début peut-être d'un monde meilleur. Je crois qu'on a réussi. Attends. Pourquoi ils ne plantent pas cette fois-ci? Excellente question. Il faut en savoir plus sur les molécules et leur efficacité quantique. Je vais faire les analyses. On aura les résultats dans quelques heures. Les nouvelles vont vite. Big Brother nous regarde. Tu devrais répondre, il va certainement m'appeler, moi aussi. Salut Li Chao. Je suis content que ce soit toi. Où es-tu? Dans une chambre d'hôtel. Mais comment ça se fait? C'est un hôtel charmant, Dr. Monk. Ne vous inquiétez pas, votre femme se porte très bien. Mais il n'en demeure pas moins que la situation pourrait changer à tout moment. Vous serez les premiers à avoir les données. Cela ne nous suffit plus. Il ne faut pas que les Américains y accèdent. Mais le Dr. Sanders travaille aussi dessus. Débrouillez-vous pour trouver un moyen pour détruire les données quand vous aurez le résultat. Je suis censé faire comment? Vous avez 4 heures, pas une minute de plus. Pour Li Chao commence alors une course contre la montre. Monsieur le Président, nous avons des nouvelles encourageantes. L'équipe de Solaris a découvert une substance qui permet de transformer plus de 80% de l'énergie reçue du Soleil en électricité. Toutefois... Je les félicite, c'est du bon travail. Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur un problème. Nous savons avec une certitude absolue que c'est Pékin qui est derrière les attaques de nos réserves de pétrole en Asie centrale. Nous ne pouvons plus faire confiance à la Chine. Que proposez-vous? Eh bien, je suis Gardons David. cette découverte pour nous. Comment? Nous ferons un pont d'or à ce brillant chercheur chinois. Faisons-lui une offre alléchante. Cela nous brouillera définitivement avec Pékin. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Le plus important, c'est que nous récupérions nos pipelines. Monsieur le Président, je demande l'autorisation de mettre nos forces d'Asie centrale en état d'alerte. Et d'autre part, je souhaiterais également organiser des vols de reconnaissance et stationner des unités spéciales à proximité des oléoducs et des gazoducs. Je vous y autorise. Aujourd'hui, je suis un scientifique. Mais dans ma jeunesse, j'ai servi dans l'infanterie américaine. À l'armée, on nous a appris que ce sont les hommes qui prennent et qui défendent un territoire, et pas les machines. Bien sûr, il y aura des robots et des drones sur les champs de bataille du futur, mais sans un contrôle humain, ils seront inutiles. Les soldats sont indispensables, et à l'avenir, ils auront à leur disposition toutes sortes de nouvelles inventions. Ils pourront même peut-être devenir invisibles. Bientôt, l'équipement le plus important du soldat sera son uniforme. Pour la première fois dans l'histoire, la recherche militaire n'est plus centrée sur les armes, mais sur le corps humain. Sa protection est devenue l'objectif principal. L'armée américaine a investi 40 millions d'euros pour la mise au point d'un matériau radicalement nouveau.
Il jouera un rôle de seconde peau et de camouflage, capable de protéger, voire de ranimer le soldat. Nous essayons de mettre au point un nanotextile susceptible d'assurer une protection efficace, tout en pesant seulement une fraction du poids des gilets pare-balles actuels. Un 50e de l'épaisseur de cheveux humains. C'est la taille des éléments qui permettront aux chercheurs de tisser le matériau pare-balles du futur. Le principe est simple, même si sa mise en œuvre s'avère complexe. De microscopiques particules de fer réagissent instantanément à un champ magnétique. Elles peuvent donc modifier en une fraction de seconde les caractéristiques d'un matériau. Cette substance est un fluide magnétoréologique. En temps normal, elle a une consistance liquide, mais dès qu'on lui applique un champ magnétique, elle s'épaissit, ce qui augmente sa résistance. Elle devient difficile à traverser. Elle aurait donc les qualités requises pour la conception d'un gilet pare-balles dynamique. Elle est molle et flexible, capable d'épouser la morphologie des soldats, et devient solide comme de l'acier au contact d'un objet contondant ou d'une balle. Dans ce processus complexe, le projectile crée un champ magnétique qui réorganise les molécules du matériau et le raidit. Comme par magie, il se transforme en une véritable cuirasse. Et l'étape suivante est encore plus étonnante. Si la balle blesse néanmoins le soldat, de petits muscles artificiels incorporés dans les fibres de l'uniforme s'activent. Au microscope, ces fibres ont une forme de charnière. Leurs deux parties sont mobiles. En cas d'arrêt cardiaque, elles sont capables d'assurer les premières mesures indispensables et de ranimer le soldat. L'uniforme, dans le même temps, prévient les secours. Il est souvent critique de pouvoir localiser les soldats et les diriger sur un terrain d'opération. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau système qui permettra de les situer et de communiquer avec eux. Grâce aux informations transmises par les soldats, les drones et les véhicules sans équipage, on pourra avertir et informer rapidement l'ensemble des troupes. Un réseau de satellites permettrait de relayer instantanément un appel d'urgence émis par un soldat blessé jusqu'au poste de commandement. Le chef du groupe d'intervention visualise immédiatement sur son écran la position de ses hommes et des troupes ennemies à proximité du soldat en perdition. Des caméras volantes renseignent les infirmiers sur l'état du blessé. Dans 20 ans, ces interventions de sauvetage seront banales. Mais dans 50 ans, elles ne seront peut-être plus nécessaires, car l'armée et la science nous promettent des soldats invisibles. Là encore, l'idée de base est fort simple. Imaginons un uniforme truffé de caméras, qui se transformerait lui-même en écran. Les caméras enregistrent en continu l'environnement immédiat du soldat et le projettent sur son corps. D'une simple pression sur un bouton, il peut se fondre dans la nature. Comme beaucoup d'innovations militaires, celle-ci se base sur un modèle inattendu. Notre objectif est inspiré d'œuvres de science-fiction dans lesquelles l'uniforme devient un miroir, derrière lequel le soldat disparaît littéralement. Nous espérons y parvenir d'ici à 2050. Au Pentagone, l'état-major américain suit l'avancée de ses troupes invisibles. Elles ont atteint les oléoducs sans être repérées par l'ennemi. La tempête géopolitique qui se joue sur Terre a des répercussions à bord de la station spatiale. Écoute, il faut qu'on parle, Li Chao. J'ai averti la station au sol et j'ai promis de leur envoyer les données au plus vite. Quoi? Pourquoi tu les as prévenus? Parce que c'est la procédure. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Li Chao, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tout à l'heure? Ils ont kidnappé ma femme. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé.
Mon gouvernement exige l'exclusivité de la formule. Bob, il faut que tu m'aides. J'ai 4 heures pour envoyer la formule à Pékin et pour détruire ensuite les données. J'ai trouvé. On va leur jouer le tour de l'arroseur arrosé. Attaque l'ennemi là où il ne t'attend pas et tombe sur lui quand il y pensera le moins. Sun Tzu. L'art de la guerre. Lecture obligatoire en première année de deuil. Et où va-t-on tomber sur lui lorsqu'il y pensera le moins? Là. Si on informe le grand public, ils ne risqueront plus de nuire à Tian. Ça ne marchera pas. Tous nos systèmes de communication sont surveillés de près. Une petite minute, j'ai une idée. Tu connais la technique de la bouteille à la mer? Paola Keller. Docteur Keller, c'est Hudson de la plateforme au sol. Le docteur Sanders vous a envoyé une partie du générateur photovoltaïque pour réparation. Il a besoin de le récupérer tout de suite. Mais de quoi parlez-vous? Je l'ai déjà réparé hier. Tout ce que je sais, c'est qu'il va passer vous voir. J'ajuste l'objectif et je reprogramme le système. Il devrait être possible de régler la fréquence de notre laser sur un faisceau de données de 847 nanomètres. Pourquoi dis-tu que ça devrait être possible? Parce que pour l'instant, j'ai pas essayé. D'accord. Vas-y. Aujourd'hui, Internet est surchargé. Les câbles à fibre optique pourraient remédier en partie à cet engorgement numérique. Mais il serait trop onéreux de câbler toute la planète. Alors pourquoi ne pas utiliser des satellites pour transmettre de grandes quantités d'informations par rayons laser? On pourrait transmettre tout le contenu de la bibliothèque du Congrès à n'importe qui dans le monde en quelques secondes, ou télécharger une douzaine de films en un clin d'œil. La première expérience, menée en juin 2006, a fait sensation. Retour sur l'événement. L'équipe du centre aérospatial allemand est fin prête. Les choses vont devenir sérieuses. Leurs confrères japonais leur transmettent les dernières informations manquantes. La trajectoire de survol du satellite scientifique. C'est lui qui tentera d'envoyer des données par laser à l'agence spatiale allemande dans 3h30. Peu avant minuit, la station réceptrice est mise en place sur le toit de l'Institut. Le dôme astronomique s'ouvre et révèle le cœur du dispositif. C'est un télescope qui a été muni d'équipements spéciaux. Un indicateur de position qui émet des signaux depuis la Terre vers le satellite. Un récepteur pour capter le laser venu de l'espace. Enfin, une caméra infrarouge qui permet au télescope de suivre précisément le trajet du satellite. Pourtant, même si tout fonctionne à merveille, il reste encore des inconnues. L'une d'elles est assez facile à comprendre. Le rayon laser émis par le satellite doit traverser les nombreuses couches de l'atmosphère. Avec une caméra spéciale, nous allons voir ce que cela implique. Le rayon est pris dans d'innombrables tourbillons, un peu comme la lumière brouillée qu'on observe un jour de chaleur. Mais dans l'espace, ce phénomène peut perturber le flux de données. Le laser pourrait même être bloqué par les nuages. L'équipe compte avant tout sur la chance. Plus que 2h08 avant le passage du satellite. Une dernière fois, on teste les principaux dispositifs. Cette simulation fait intervenir un laser bien visible. Mais dans quelques heures, il s'agira d'un laser infrarouge. À 500 mètres de hauteur, un faisceau de données parvient jusqu'au télescope. Le récepteur réagit. Les données arrivent. Le satellite va bientôt apparaître. Les lunettes protègent les yeux des chercheurs. Grâce à un filtre infrarouge, ils pourront toutefois voir le laser. La liaison est établie.
Le mouvement du télescope accompagne le vol du satellite, 9 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Enfin, les données sont émises. Nous recevons actuellement le signal émis par le satellite et la réception est très bonne. À l'avenir, on pourra utiliser cette technologie pour transmettre d'importantes quantités de données depuis l'espace ou la stratosphère. Au cours des prochaines décennies, un nouveau réseau de communication adapté à cette technologie verra le jour et l'échange de données par laser se banalisera. Des aéronefs à propulsion solaire stationneront à 20 km de la Terre. Si le réseau terrestre est surchargé ou endommagé, ils prendront le relais et assureront la transmission d'énormes flux de données. Contrairement à la transmission par ondes utilisée pour la radio, la télé ou les portables, avec le laser, pas de risque d'écoutes indiscrètes. Un signal par onde radioélectrique est très étendu et diffus, et donc facilement espionnable. En revanche, un signal optique demeure très condensé. Dans notre expérience, le signal descendant n'avait qu'un diamètre au sol de quelques mètres. Il faut donc se trouver tout près du destinataire pour capter aussi le signal. À l'insu des deux superpuissances, les chercheurs de Solaris s'apprêtent à diffuser leur formule révolutionnaire dans le monde entier. Quelques heures plus tôt, ils ont envoyé sur Terre une sorte de SOS grâce à l'ascenseur spatial. Le message est en de bonnes mains. Bob et Li Chao ont besoin de renforts. Ils espèrent que Paola les aidera à orchestrer le coup d'éclat qu'ils projettent. La jeune femme n'a qu'une heure pour convaincre la plus puissante chaîne d'information américaine. Les chercheurs doivent lui faire entièrement confiance. Tu as 30 secondes. Il y a du neuf sur la situation en Asie centrale? Pas encore, monsieur, mais il y a d'autres nouvelles. Une information de dernière minute nous arrive de l'espace de la station de recherche solaire Solaris. Selon les sources, une avancée importante a eu lieu en matière de recherche solaire et je vous propose de retrouver tout de suite en direct le J'informe le Dr. Sanders à bord de la station. Nous avons découvert une substance qui est si performante qu'elle peut transformer en électricité une proportion d'énergie solaire 3 fois plus grande que tous les matériaux que nous connaissions. Dr. Wang. Pour preuve de notre succès, nous allons tout de suite envoyer notre formule au moyen d'un rayon laser directement dans des laboratoires américains et chinois, ainsi qu'au plus grand centre de recherche solaire dans le monde. Au travail. Avec ce simple geste, la formule quitte la station. Moins d'une seconde plus tard, elle atteint un aéronef qui retransmet l'information dans le monde entier. La formule d'un avenir radieux. Je remercie mon gouvernement qui a veillé sur ma femme pendant mon absence. Je suis impatient de la retrouver à l'atterrissage. Et nous remercions nos chefs d'État et l'Union européenne pour leur soutien, ainsi que tous ceux qui ont rendu cette découverte possible. C'est l'occasion de trinquer. Santé. Mesdames et messieurs, cette avancée scientifique réalisée sur Solaris représente un tournant majeur pour l'approvisionnement mondial en énergie. Avec cette substance qu'ils ont mise au point, Bob Sanders et Li Chao Wang, les deux chercheurs de la station de recherche Solaris ont réussi une avancée absolument historique. À l'avenir, il sera possible de produire des cellules solaires à fort rendement en grande quantité. Une solution à la crise énergétique semble enfin à portée de main. Maintenant que l'humanité a un problème en moins, à ton avis, à quoi ressemblera le monde dans, disons, 50 ans? Dans 50 ans? C'est une plaisanterie. Personne ne peut prévoir l'avenir à si long terme. On vivra peut-être sur Mars. Et on découvrira de nouvelles galaxies. Peut-être même qu'on saura voyager dans le temps.
C'est possible. Le futur appartient à ceux qui croient à leurs rêves. Confucius? Non. Essaye encore. C'est un de tes proverbes chinois? Non, c'est d'Eleanor Roosevelt. J'allais le dire. La technologie pourra-t-elle résoudre la crise énergétique qui nous menace et sauver la planète? Je crois que oui. Mais je ne parierai pas aujourd'hui sur une solution ou sur une autre. Il s'agira sans doute d'une combinaison d'énergie solaire et éolienne, d'hydrogène, de fusion et peut-être de nucléaire. Espérons que nous saurons relever ce défi, car même si nous décidons de coloniser l'espace, il est toujours agréable de retrouver son chez-soi. Je vous laisse avec une dernière réflexion. Nous détenons le pouvoir de vie ou de mort sur les espèces vivantes et sur toute la planète. Et aucune génération avant nous n'avait jamais eu une telle responsabilité.